The return of the NBA. Here's Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. Let's go. It's video. We're playing video. Bonjour à tous, Basketball Hype sur Sport en France, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude, très gros programme, on va parler de records en NBA cette semaine, puisqu'il y a pas mal de grosses performances en ce moment, ça fait un petit peu parler, on va essayer nous d'analyser tout ça ensemble, on va aussi avoir bien sûr le Wemby Law, une discussion autour de Wemby, chaque semaine ça nous occupe, et puis on va rendre hommage aussi à une star défunte, ça fait déjà 4 ans maintenant, Kobe Bryant, on va en parler ensemble, et pour discuter basket global, on va accueillir Rudy. Comment vas-tu, Rudy? Ça va très bien. Beau t-shirt. Merci. Picasso encore, non? Jordan, oui, Picasso toujours, Ah, oui. bien sûr. Un véritable artiste. J'adore ses t-shirts, j'adore ses tableaux. Mais voilà, Jordan en plus, vu qu'on va parler de records aujourd'hui, donc voilà, et d'histoire. Bon. Toujours bien Il est beau, bien hein. habillé, ouais, il est sympa. Franchement, il est beau. Sympa. Attifé. Parlons aussi un peu des artistes aussi dans Hype, il faut aussi les mettre en avant. Il y a beaucoup de talents, des gens qui représentent un peu la street culture, toujours très intéressant. Pas street par contre, Paul, aujourd'hui. Ça dépend. Sobre, Voilà, on essaye. comme les On Lakers. se maintient. Oui, on va éviter d'aborder le sujet. Voilà. Chaque semaine, j'essaye de toujours Non, mais- te piquer. Ça va y aller un jour. Thomas Siniki Oui. est également là. avec Enfant nous. de la street. Comment tu... Oh, ah bon? Mais comme Paul d'ailleurs. Voilà. Comme Paul? Mais ça va bien, Sylvain, merci. Comme... Ouais, très Ravi bien. d'être là, une fois de plus. Bah écoute, t'as ta place maintenant. Oui, Ok. vraiment, toujours la même. Et on va commencer d'ailleurs avec toi, on va parler de Kobe Bryant, 4 ans déjà, la disparition de Kobe et de Gianna, sa fille, plus d'autres défunts qu'on n'oublie pas également dans cet tragique accident d'hélicoptère le 26 janvier 2020 déjà. On se remémore un petit peu Kobe de manière positive ensemble, messieurs, le côté hype de Kobe. Si vous avez un souvenir comme ça, que vous gardez en tête de Kobe. Le souvenir, je sais pas, moi c'est marrant d'être là avec vous parce que vous êtes un peu plus vieux que moi, un peu, tous. Et moi j'ai vraiment grandi avec Kobe, enfin je suis arrivé à la NBA avec Kobe, moi. Vous c'était peut-être plus Jordan, je pense, globalement. en Oui, gros. complètement. Magic. Moi, ouais, voilà, ou Magic, enfin en tout cas les années 80, moi c'était fin des années 90, début des années 2000. Donc moi je sais pas, une image, non pas forcément, mais c'était vraiment... Moi Jordan était encore là, mais sur la fin, forcément c'est son retour. Et Kobe, c'était vraiment... Enfin moi voilà, j'avais 10 ans, c'est le moment où vraiment tu commences à être à fond dans le sport et dans tous les types de sport et à t'intéresser aussi, culture US, NBA, tout ça. Et bah ouais, c'était Kobe, c'était les Lakers... C'était Kobe, Shaq, qui m'a aussi fait kiffer Derek Fisher, par exemple. Enfin, des trucs, voilà, c'était les Lakers. Enfin, c'était Kobe, c'était la NBA au moment où moi je suis arrivé. Pour toute ma génération, on va dire fin des années 80. C'est lui qui a lancé un peu ton intérêt pour la ligue complètement. et pour ce C'était sport. pour moi, voilà, en fait, la NBA, c'était les Lakers, quoi. Ok. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont valider. Paul, NBA et les Lakers, peut-être pas, hein, Non, mais pas. Kobe en tout cas, Ouais, un nom, oui, un bah, nom, à ce moment-là. un nom Kobe, de Lakers. Ouais. pour moi, c'est la draft 96, je m'en souviens, comme si c'était hier, finalement, avec ce choix. Je crois qu'il est drafté en 13e position par les Hornets. Il y a un échange donc avec Contre Vlade Divac, bien. Bravo. qu'on aime beaucoup. Et Grosse draft, celle de 96, il y a du Steve Nash dedans, Stephen Marbury, je crois. Elton Brand aussi, je crois, dans mon souvenir. Aussi, ouais. Si Donc j'ai c'est si très j'ai bonne bon. mémoire. Mais oui, ses débuts, je m'en souviens avec sa coupe afro, le joueur qui gagne le concours de dunk. Enfin, dès le début, on a vu qu'il avait vraiment quelque chose de spécial et qu'on tenait un champion, ce qu'il a été toute sa vie. La coupe afro, la voix avec Jordan, donc deux styles complètement différents. Pas sur Jordan. Et d'ailleurs, Kobe a fini un peu en mode Jordan quand on parle Ouais. de coupe de cheveux. Rudy, un souvenir, un moment de la carrière de Kobe? Bah, moi, c'est plus le joueur, moi, sa progression en tant que, déjà en tant que joueur, athlète et en tant que personne. Son changement de numéro est aussi un signe. Je pense que l'arrivée de ses filles, etc., ça lui a permis de prendre un peu plus de maturité, le vestiaire, être un peu plus fédérateur, alors qu'avant, il était un peu plus individuel. Enfin, voilà. Donc, oui, moi, c'est plus ça, la progression d'un véritable athlète et d'un état d'esprit qu'il a su transmettre. Moi, c'est plus la globalité, Kobe, que juste un seul instant. Voilà, c'est un super joueur qui nous a quittés bien trop tôt.
qui aurait pu faire encore plein de choses autour de ses enfants et du basket. Ouais, qui était très investi d'ailleurs dans le basket féminin. Et le basket féminin. Qui avait créé donc la Mamba Academy et puis qui était très présent aussi pour accompagner. Il allait à un match de sa fille, il me semble, où il en revenait. Oui, tout à dans fait, l'accident avec les coéquipières dans ce fameux hélicoptère. On se souvient tous de ce moment. Moi, je me souviens de là où j'étais à ce moment-là. Ouais, C'est tous, je crois. un peu compliqué. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur Kobe Bryant. Oui, juste pour finir, il y a aussi une statue qui va être dévoilée devant la Crypto.com Arena le 8 février. Donc l'hommage, comme ça, il y aura 24, 8 et aussi le 2 donc, de février pour sa fille Gianna également. Donc, un bel D'accord. hommage devant. Ok, donc une l'enceinte. statue de plus autour du Staples Center, C'est ça. Crypto.com. La crypte, comme on dit désormais, Exact. aucun lien avec les comptes du même nom. Comme Paul aura une statue aussi sur le Ni les plateau. Crips, voilà. C'est Non, une les espèce cryptes, de- les Bloods, tout ça, n'en rentre pas là. On rentre pas là-dedans. Crypto.com. Je voulais relancer Kobe, mais on va avancer un petit peu quand même. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon des Lakers et de la légende Kobe Bryant, parce qu'on va parler des records en plus en NBA là, dans quelques minutes. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'actualité, en tout cas la future actualité du All-Star Game, puisque ça approche à la mi-février, toujours cet événement qui réunit les meilleurs joueurs NBA, et pas que d'ailleurs, puisqu'il va y avoir aussi, vous avez vu Sabrina Ionescu, qui sera aussi Protégé de également... Kobe, d'ailleurs. Exactement, au concours de tir à 3 points contre Steph Curry. Les 5 de départ ont été dévoilés, messieurs. Donc on peut peut-être montrer d'ailleurs le 5 de départ de l'Est pour en parler ensemble. Voilà. Donc Joel Embiid sera All-Star, 7e All-Star. Tyrese Haliburton, 2 fois All-Star et je crois première fois titulaire, si je dis pas de bêtises. Giannis Antetokounmpo est capitaine et donc titulaire. Damien Lillard, Jason Tatum. Les réservistes vont être annoncés là dans quelques jours. Heures même d'ailleurs. Restons-nous sur un 5 de départ. Est-ce que ça vous semble logique? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a usurpé un petit peu sa place ou quelqu'un qui a été oublié? Usurpé, c'est un peu fort. On peut chipoter sur la présence Lillard. de Dame Time, de Lillard, qui est Jalen Brunson aurait peut-être mérité d'être à sa place, mais là, on ergote, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. On rappelle que les joueurs votent, que les journalistes votent et que les fans votent, et qu'au niveau des joueurs et des journalistes, je vais peut-être me planter, mais ça représente 25% des voix chacun. C'est ça. Et donc les journalistes ont 50% des votes pour justement pondérer un petit peu et faire que les joueurs soient représentés dans le 5 de départ. Hormis Lillard, pas trop de soucis? Non. Ok, on passe à l'Ouest. Avec Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, première fois All-Star, et donc première fois starter, et deuxième fois All-Star. LeBron James, record de 20 All-Stars pour lui. On va en parler forcément, est capitaine de cette sélection. Kevin Durant, 14 fois All-Star. Nikola Jokic, là il y a quand même quelques surprises, notamment celle de Steph Curry, qui ne sera pas dans le 5 de départ. Est-ce que pour vous, c'est une surprise quand on voit la saison de Luka Doncic ou de Shai Gilgeous? Sûrement pas une surprise. Mais là, il y a d'autres surprises, c'est peut-être sur d'autres présents. Mais là, je sens, je lance Curry, un peu pas de surprise? Paul? Non, sportivement, c'est vrai que Gilgeous-Alexander, il fait une saison de MVP, quoi. Donc, Deuxième à l'Ouest. ça s'entend sportivement, en tout cas pour ce poste-là. Après, je sens que d'autres ont peut-être des réserves concernant un autre joueur, par exemple un capitaine, peut-être. Oui. Un vingtenaire. Bah, si- Comment oses-tu, Rudy? Comment oses-tu? Eh ben, va sur LeBron. Je savais que ça allait tomber sur moi dans tous les cas. Ah bon? Mais Il mérite d'être All-Star ou est-ce qu'il ne mérite pas d'être starter au All-Star Game? voilà, toute mesure gardée. Si on est en train de dire que Steph Curry, c'est un peu logique qu'il ne soit pas dans le 5, pour moi, en vue de performance individuelle et collective, Monsieur LeBron James aurait dû lui aussi être dans les remplaçants éventuels et pas dans le 5 par starter. Après, c'est la hype qui joue et voilà, l'émission porte bien son nom. Voilà, donc oui, moi je suis un peu déçu par rapport à ça et bon, c'est pour ça qu'on peut voir que les votes finalement, les votes des supporters sont pas uniquement concentrés sur les performances des joueurs, mais aussi sur l'amour qu'on peut avoir, la fanbase et autres hype qui peut tourner autour des joueurs. Non, mais le statut joue aussi à un moment, tu vois. Oui, c'est ça. ok. Je veux dire, LeBron et Curry, c'est pas pareil. C'est pas pareil, donc forcément, lui, il est là et l'autre, Ouais, il mais est pas là. je suis d'accord avec toi. Je dis pas Ça joue aussi à un moment. Je dis pas qu'il doit pas être au All-Star Game, qu'il mérite pas sa place au All-Star Game, de par son titulaire, toi, aura, qui te de par dérange. son statut, etc. Mais
en tant que titulaire, on est en train de dire qu'il fait partie des 5 joueurs, les 5 meilleurs du début de saison. Et Pour je ne Curry, pense pas. juste pour Curry, tu parlais des deux qui sont différents. Première fois qu'il n'est pas All-Star depuis 2013. Bon, il sera remplaçant. Et en 2020 également, mais il était blessé. Est-ce qu'il sera remplaçant? Question. Quand on sait qu'Anthony Edwards n'est toujours pas dans l'équipe, et qu'on a encore un Jamal Murray aussi, qui est avec Denver, qui fait une très bonne saison. Jamal Murray n'a pas des stats de MVP cette saison. Hein. Donc, non, mais il a quand même un impact oui, sur oui, mais je veux dire... la performance de son Oui, équipe. oui, non, globale. bien sûr. Il est dans la discussion, quoi. Oui, tout à fait, mais mais on a- je il y a trouve déjà Curry quand même Jokic. au-dessus, quoi. Il y a déjà Jokic aux Nuggets. Alors que champion NBA, quand aux même. Warriors, il n'y a personne. Ils sont quand même champions Ouais, mais NBA. est-ce qu'on doit faire le distinguo par franchise comme ça? Justement, c'est souvent dans les, Bah, dans les tant, débats. tant- tant qu'il n'y en a ça pas un qui superforme, on va dire, non. Je pense que déjà un par franchise, c'est déjà pas mal. Si après ça Il n'y en a pas de Minnesota non plus pour l'instant. Bah justement, c'est peut-être là où le. Anthony Edwards sera dans la C'est peut-être ça le sélection. problème. Ce qui sera en balance, c'est Steph Curry versus Jamal Murray. Alors là, peut-être que son statut aussi, lui, pour être remplaçant, va jouer en sa faveur aussi. À Steph Chacun à son niveau. Ouais. LeBron titulaire, Steph remplaçant. Non, mais je veux dire, si les deux sont pris à l'aura, finalement, bon, moi, ça me choque pas, surtout que le All-Star Game est devenu ce qu'il est devenu. Bon. Bah, si on va dans ton chemin, si LeBron est pris à l'aura, Steph va être pris à l'aura. C'est ça. Oui, Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Ok. Ah bah, Pour moi, c'est pour moi, il n'y a pas. impossible. Voilà, pour moi, il n'y a pas de doute. En plus, il sera Impossible là. qu'il y soit pas. Pour Ok. Quoi qu'il arrive, il sera sur place. Donc, Ouais, c'est peut-être la première fois qu'il y a discussion, en tout cas. Je Même mets mon si salaire au en final, jeu. il y Je sera. mets mon salaire en jeu. Ouh là c'est là, bon. attention. Voilà. Ça y est, c'est lâché. Pose tout ça là, on le prend je après. donnerai pas les chiffres, mais- Après, Rising Stars, l'essentiel- messieurs, l'essentiel, Rising c'est d'être Stars. au On Star va parler Game, des c'est pas Français des All-Star, titulaires. puisque nos deux Français, Bilal et Wemby, seront aussi de la partie All-Star Game. Donc il y a le match des grands, puis il y a le match des rookies, les premières années, et des sophomores aussi également. Donc les deux seront présents. Déjà, ça, c'est une très très bonne chose. Moi, je voudrais aussi qu'on s'arrête sur une réaction concernant Rudy Gobert, qui n'est pas dans la liste et qui est pour l'instant pas All-Star, mais ça, peut-être qu'il le sera dans quelques Avec son coach qui quelques heures. devrait être le coach de la sélection. Tout à fait, qui n'a pas été parmi les Français votants dans le 5 des joueurs votés. Oui, Et notamment, Wemby, je crois qu'il arrive en 4e. Donc Ouais, avant ça- lui, il y a des Américains, etc. quelques Tweet années. d'Evan dans la foulée, qui explique, voilà, alors ça s'affiche. Donc c'est Yanis qui arrive en tête. Joel Embiid, le presque français, arrive 2e. Et donc Wemby est 4e. Donc ça, c'est le vote des Français pour le All-Star Game. Tweet d'Evan, la honte. Ouais. Faut-il être patriote quand on est français et voter pour les Français, ou est-ce qu'il faut mettre quand même le critère sportif et donc les performances individuelles et collectives en numéro 1 pour voter un joueur? Mais c'est marrant parce qu'on en parlait, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais on disait que de toute façon, ça n'aurait pas d'impact. Mais c'est vrai que là, on n'a pas l'air très fin quand même, quoi. Au moins qu'on le fasse quand même, quoi, par contre. Ouais, enfin oui, moi je Toi, tu penses qu'il faut voter français? Ouais, quand même. C'est un sujet pour le moins délicat. Pardon, mais... Surtout actuellement. On n'a dit pas de politique, mais bon. Rudy. Moi, j'ai voté Wemby et Rudy, mais vu qu'on vote quand même assez régulièrement, j'ai pas voté quotidiennement pour eux, en tout cas. Sur le Wemby 4e. Est-ce que Oui, mais on s'était posé la question sur est-ce qu'on n'en fait pas, on devrait en faire un peu plus justement concernant Wemby. Là, il arrive 4e. Est-ce que tu penses qu'on a raté un peu le coche? On aurait dû voter plus pour lui. non. Wemby et Rudy d'ailleurs, les deux. Non, mais on a. Surtout le Rudy, peut-être. S'il arrive 4e quand même avec Antetokounmpo devant, Embiid, franchement, c'est qu'il a quand même été très sollicité. Ouais. Mais il reste jeune, on sent qu'il a quand même un peu de mal, même s'il nous fait des highlights de fou. Donc c'est ça aussi qui fait qu'au All-Star Game, on a aussi envie de voir du spectacle. Et que c'est un peu ça qui prédomine ces dernières années. Donc c'est sûr que les supporters, les votants, je pense qu'ils réfléchissent aussi comme ça, le spectacle que ça peut apporter. Et oui, Rudy est beaucoup moins spectaculaire qu'un Wemby. Et après, c'est toute la Attention, hype. 50% des journalistes voilà, Ouais, qui pondèrent et qui ont justement plus de place Ouais, pour pas voter que quand les- même. Rudy, pardon, Paul. Moi, c'est Paul, ouais. Ouais. Je veux ton avis là-dessus. Ouais, bah écoute, alors déjà, est-ce qu'il y a eu assez de communication de la part de la section française de la NBA France là-dessus? Est-ce que la Fédé a poussé aussi? Non, pas La forcément. réponse est dans la question. Mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Alors, j'ai l'impression, là, une petite anecdote, on a un stagiaire de 3e, là, Adam, qui est avec nous en On coulisses, salue d'ailleurs. Adam Silver, comme on l'a dit. Exactement, le futur de la NBA. qui nous Il aurait dit confiait avec que, Lucien. comme beaucoup de jeunes actuellement, qu'il n'est pas fan d'une franchise, mais fan de joueurs.
Et donc, sans distinguo de nationalité ou quoi, il y a peut-être moins de chauvinisme et plus cet attachement à des joueurs. Lui, par exemple, c'est Ja Morant, Steph Curry. Sur le storytelling du joueur, est-ce qu'aux États-Unis, Ouais. on sait bien faire, LeBron, Steph, on en a parlé, ils savent se vendre, ils savent faire beaucoup de choses autour du basket qui leur donnent un aura supplémentaire. Ouais. Est-ce qu'on manque justement en France de savoir-faire pour glorifier un peu nos gars et que derrière on puisse voter pour eux? Bah, peut-être, mais enfin, moi je pense que Wemby l'an prochain sera beaucoup plus haut dans ce classement. Et Rudy Mais qu'au concernant sommet de... Rudy, je pense que comme, je sais plus, c'est Thomas Rudy qui disait ça, c'est vrai qu'il a un style de jeu qui, pour le néophyte, enfin, je veux dire, c'est pas un style All-Star Game. D'ailleurs, on se souvient des sélections, à chaque fois, il était pris en dernier par LeBron, Yanis, limite, il se moquait de lui, enfin, c'était complètement déplacé, d'ailleurs, comme tu le signalais à raison. Oui, absolument. Et, donc, je pense que ça joue aussi, ça, le style de jeu. Malheureusement, Rudy, qu'on adore, pour beaucoup de supporters, de suiveurs du basket, n'est pas assez sexy à leur goût. Ouais. Pour ceux qui veulent découvrir Rudy Gobert, hein, il y a un documentaire qui est sorti fin d'année 2023, disponible je crois sur le replay de France Télévisions, France 3 d'ailleurs. Allez le voir et vous apprendrez beaucoup de choses sur Rudy. Ça vous permettra peut-être de le soutenir un peu plus, celui qui fait la meilleure saison de sa carrière, il faut le dire. Et on espère que ce sera couronné de quelque chose. On a fait le tour de la question, messieurs, Oui, sur oui, la partie All-Star c'est Game intéressant de France. savoir le détail sur les votes vraiment du public. Pour le coup, là, j'espère. Est-ce qu'on en a eu un? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait eu un détail au niveau France, vraiment de. Bah, bon, hormis le tableau qu'on a montré, là, on n'a pas Parce que là, forcément vraiment par détail, là, le détail. Allez, ça, tu veux les chiffres? Oui, c'est vrai que tu as un homme de chiffres, toi. hein. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, Les juste, faits, rien que les faits. juste Si pour Wemby n'est revenir- pas devant, je trouve que c'est pas ça. Très vite, Rudy. Je Ensuite, voulais juste revenir sur le Rising Star. Il faut Oui. quand même rappeler que c'est la première fois qu'on a deux Français rookies au Rising Star, donc c'est quand même. De Français titulaires dans leur club, Et titulaires. désormais. tout à fait. Eh oui. Je On crois va qu'on dit- continuer. Il faut le rappeler quand même. Victor et Continuons à Milan. parler français et basket français, puisqu'on va lancer notre pastille habituelle. Hein. Chaque semaine, on parle du French Corner. Le French Corner. On va laisser Thomas lancer maintenant les pastilles. Ouais. hein. Surtout que tu sais que dans les jingles, on t'entend. hein. Ah, pardon. Bah oui, non, mais en même temps, j'en suis fier de French Ok. Corner, que la France et que le monde nous envie. Non, mais je. Il est imitateur à ses heures perdues. Eh ben, écoute, tu vas nous faire- Malheureusement, on n'a pas assez de temps aujourd'hui, c'est ce que tu me disais. c'est- Et ben, écoute, on commencera par ça la semaine prochaine. Tu te mettras au milieu, puis on t'écoutera. Ah, au milieu, car. Ok. Oui, petite imitation hype de qui d'ailleurs? Tiens, de Kobe. Allez, hop. Ouf, ouais. Mais alors seulement dans le jeu. C'est, Ok, non, ce sera purement pas de souci. gestuel. Bon, le French Corner nous amène à discuter avec Ian Maynmi, que j'ai rencontré, enfin, je n'ai pas rencontré, mais j'ai échangé avec lui par voie de Skype il y a quelques jours. Il était très présent autour du NBA Paris Game, et c'est un ambassadeur maintenant global et mondial du basket, hein, le français champion NBA avec Dallas en 2011. On a parlé un petit peu de son actualité, et de l'actualité bien sûr du basket français au travers de Wemby et des JO qui arrivent dans quelques semaines. On écoute tout ça, et puis on en discute ensemble. Et on est avec Ian Maynmi, légende du basket français, légende de NBA, un champion NBA en 2009. Ian, merci de prendre un petit peu de ton temps. Je vois à travers tes activités sur les réseaux et ailleurs qu'il y a pas mal de choses pour lesquelles tu es très très actif. Déjà, comment vas-tu? Et explique-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Bah, écoute, ça va. Salut Sylvain. Ça va. On est en plein dedans. Tu sais, le basket est vraiment il y a une dynamique mondiale qui est assez incroyable. Moi qui voyage beaucoup avec mes nouvelles activités d'ambassadeur, tu me sais maintenant. Investisseur, ambassadeur de la NBA Africa, de la BAL, mais aussi un petit peu avec la FIBA. Maintenant, jeune retraité, je voyage beaucoup et on est sur le développement du basket, beaucoup en Afrique, mais on voyage aussi en Europe, en Asie. Moi, je prends mon job de consultant télé très au sérieux. Donc, tu vois, je suis sur pas mal d'événements, pas mal de matchs, les premières de Victor, etc. Donc, je suis dedans, j'ai mon œil vraiment d'expert un peu partout. Plus occupé qu'en carrière, on a l'impression, non? Non, sérieusement, c'est vrai, hein. Mais c'est différent. Tu sais, en carrière, en tant que joueur, du matin au soir, on te dit quoi faire, quoi. Le shoot-around le matin, il est à 10h. Donc, petit déjeuner, 8h. Bus, départ du bus, 8h50. Musculation, 9h30. Tu vois ce que je veux dire? Ta vie, elle est rythmée. C'est militaire. Hein. Donc, tu vois, pendant 15 ans, j'ai fait ça. Et c'est vrai que là, j'étais extrêmement busy. Mais là, le fait de, moi, faire un peu plus mon emploi du temps,
étant compétiteur, tu sais, j'aime travailler. Tu vois, j'aime travailler, j'aime faire des choses et je suis très responsable. Donc, je me rends compte que je me mets encore plus de travail, je me mets encore plus de pression. Mais bon, c'est comme ça. Occupation utile, puisqu'on t'a vu il y a quelques semaines pour le NBA Paris Game donc, à Paris, pas mal d'opérations ici et là, la NBA House. On t'a vu aussi être célébré et honoré sur le terrain avec tes amis de Tony Parker à Mike Pietrus en passant par Joachim Noah. On peut dire maintenant que la France, par votre génération, ce que vous avez fait emmené par Tony, est une place forte du basket. Comment tu évolues et tu évalues un petit peu l'évolution justement de cette hype quand on parle de basket et de France et de Paris? Bah, écoute, moi, bien sûr, c'est hype, mais moi, je pense plutôt à... En fait, c'est l'héritage, l'évolution, en fait, qui et surtout l'expérience. En fait, moi, quand je suis arrivé en NBA, je me suis fait drafter en 2005. En 2005, il n'y avait pas énormément de joueurs français. La NBA, c'était encore loin, quoi. Mais au fur et à mesure du temps, la porte aux Français s'est ouverte. Et c'est vrai que l'engouement est venu avec le fait d'avoir plus de représentants français en NBA, d'avoir des joueurs qui font des carrières, qui gagnent des titres, qui ont un rôle en NBA. On jouait beaucoup dans la cote de popularité de la NBA en France. Il y a eu ça, il y a eu le fait qu'on ait eu aussi un succès avec les équipes nationales, les jeunes, les moins jeunes. On a eu aussi le K54 qui a ramené Michael Jordan, qui ramène toutes les superstars de la NBA en France. Donc maintenant, la NBA, c'est accessible. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai grandi, c'était à la télé, quoi. Il n'y avait pas forcément de NBA de présence. Tu ne pouvais pas toucher ça du doigt, quoi. C'est pour ça que là, on arrive à un Paris Game où bah, tu as une réelle effervescence, tu as des milliers de gens qui se déplacent. On était à la NBA House, mais la ligne d'attente, elle était le tour du bâtiment, quoi. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu, mais j'ai dit, mais c'est incroyable, ça. Je pense qu'il n'y a pas une ville, en fait, en Europe, qui a plus cette culture NBA que Paris, en fait. Parle-moi un peu de cette nouvelle génération qui symbolise aussi un petit peu cette culture NBA à travers le jeu d'abord. Un phénomène au NBA, on n'oublie pas la génération de Nicolas Batum, bien évidemment. Avec le recul, quand on parle de Victor, est-ce que, voilà, quelle est ton analyse de ce qu'il est déjà en train de faire en NBA et de toute cette hype qui est autour de lui? Victor, c'est un digne héritier, en fait, pas que d'un héritage français, hein, c'est le digne héritier du basket en général. Tu sais, ce jeune homme, je le connais très bien, lui et sa famille. J'étais d'ailleurs au match mercredi dernier contre OKC, voir un petit peu le choc des rookies, là. Mais quand tu regardes Victor, déjà c'est un bébé métis. Tu vois. Et ça, c'est un gros symbole. Parce que, tu vois, l'évolution, c'est ça, en fait. C'est le métissage. C'est un gros bébé, quand même, maintenant. Bien sûr, mais c'est le métissage. Le basket NBA d'aujourd'hui, c'est le métissage. Hein, pendant très longtemps, ça a été que les États-Unis. Après, il y a eu des visionnaires comme Greg Popovich et R.C. Buford qui ont dit « Ah, on va ouvrir un petit peu aux Européens ». Il y a eu des visionnaires comme David Stern qui sont partis en Afrique, qui ont milité pour les Dikembe Mutombo, les Manu Ball, tu vois, les Hakeem Olajuwon. Le basket NBA a grandi à travers une ouverture d'esprit. Et Victor, c'est ça en fait. C'est le métissage, c'est l'ouverture d'esprit sans complexe en fait. C'est no limits. Il n'y a pas de limite en fait avec Victor. On peut mettre Victor dans aucune case. Tu parles de nos limites pour lui. Les Jeux arrivent là dans quelques semaines à Paris. Est-ce qu'il faut clairement faire de la place et dire je donne les clés à Victor et montre-nous? Absolument, absolument. Et je pense que c'est même pas de lui dire, de lui donner les clés. Il se les donne lui-même. Quel gâchis de ne pas donner les clés du bateau à Victor, quoi. Ce jeune homme est prêt, quoi. C'est-à-dire que mentalement, il est très stable, il est très intentionnel dans tout ce qu'il fait. Il joue de la bonne façon au basket. C'est pas un croqueur, c'est pas quelqu'un qui s'efface. Il est vraiment
Ça serait franchement dommage. Je pense que tout le monde le voit, quoi. C'est presque une évidence. Parlons un petit peu de ton actu. Tu disais en début d'interview que tu étais très très occupé. Parle-nous un petit peu de l'évolution du basket africain, de ton implication. Et puis on finira aussi par parler aussi du Bénin, puisque tu as une fondation qui s'appelle IAM, pour laquelle tu fais beaucoup de choses. Voilà, dis-nous parle-nous un petit peu de tout ça. Alors, écoute, merci Sylvain. C'est toujours important de positionner un peu ce qui se passe sur le continent africain. C'est très intéressant. Donc, moi, j'ai pris ma retraite pour ça, en fait. J'ai pris ma retraite pour me concentrer sur le développement du basket sur le continent africain. Et on a, à travers la NBA Africa, on a lancé une ligue que tu connais, la BIL, qui est la saison 4 commence au mois de mars. Et donc, on a maintenant pour la première fois une troisième conférence qui vient s'ajouter. Donc, on a la conférence Kalahari, qui s'est nommée après le désert du Kalahari dans l'Afrique du Sud. Donc, on a une conférence qui se joue en Afrique du Sud, on a une conférence qui se joue à Dakar, la conférence du Sahara, la conférence du Nil en Égypte, au Caire. Et on finit comme d'hab nos playoffs à Kigali, au Rwanda. Et c'est vrai qu'on a une ligue qui se développe très bien, qui grandit, mais pas que sur le terrain, aussi en dehors du terrain. On commence à avoir des clubs structurés, on commence à avoir du staff qui se structure, on commence à avoir des équipes qui ont une rayonnance internationale. Et j'ai été justement il y a quelques mois à Singapour pour la Coupe du Monde des clubs. Et le club qui a représenté l'Afrique, qui a gagné la BIL, Al-Ahly, a échoué à un shoot de jouer les finales, quoi. Donc là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, écoute, le basket africain se développe. On a de plus en plus de jeunes Africains, en fait, qui maintenant ont la plateforme pour rester en Afrique, jouer au niveau professionnel en Afrique. Et franchement, je n'ai pas peur de le dire, mais dans quelques années, cette ligue deviendra une des meilleures ligues au monde, quoi. C'est inévitable, il y a tellement de talent, quoi. Et au Bénin, alors? Et au Bénin, moi, maintenant, c'est ma préoccupation principale. Tu sais, je suis au Bénin, non seulement j'ai une société qui accompagne le développement du sport, mais à travers ma fondation, on fait des choses. Parce que c'est ça, moi, mon objectif. C'est aussi de pouvoir inspirer la jeunesse avec un produit qui soit digne de n'importe quel produit, n'importe où dans le monde. Donc là cette année, on travaille sur un projet qui est, je pense, super, qui est la Junior NBA League, et qui va impacter beaucoup de jeunes filles et de garçons. Mais pendant des années, à travers ma fondation, j'ai fait des camps et j'ai vraiment vu le talent qu'on a au Bénin. Et nous, Béninois, on n'est pas franchement réputés sportifs ou athlètes, mais pourtant, le vivier qu'on a au pays, c'est incroyable. Donc, à travers ma fondation, on détecte, on identifie et on essaie de donner des opportunités. J'ai plusieurs jeunes qui ont gagné mon camp ici en France ou aux États-Unis. Donc, on est plein d'ambition, on est plein d'entrain. Moi, j'ai la chance d'être dans un pays, le Bénin, qui bouge énormément avec un vrai leadership où vraiment il y a des choses concrètes qui sont faites. Et pour moi, c'est tout ce que je demande, en fait. Yann, merci beaucoup. On te souhaite une très belle année 2024. On aura même dû commencer par ça et puis on suivra l'intégralité des projets au Bénin ou ailleurs qui te relient au basket. Merci à toi et on se retrouve très vite dans Hype. Ciao. Merci, ciao. Un vrai plaisir d'échanger avec Yann, toujours très très impliqué, très souriant. Le basket français, ça lui tient à cœur. On le sent très très investi. Rendez-vous au JO, parce qu'il va être très très présent autour de l'équipe de France et toute la hype du basket français à suivre. Yann, ma ennemi. Je reviens juste sur la pondération du All-Star Game. Petite erreur, hein, les votes ne sont pas attribués à 50% pour les artistes, mais pour les artistes, pour les journalistes, mais pour les fans. Voilà. Donc petit rectificatif fait. On enchaîne, on va débattre dans cette émission de la profusion des points. En ce moment, NBA, c'est un petit peu n'importe quoi. Est-ce que ça vous plaît, messieurs? Une orgie? On peut parler d'orgie? On peut parler d'orgie, ouais. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour le faire. Jingle et on y va.
L'indiscipline de Thomas. Rudy, on fait quoi de Thomas? On le réinvite ou pas? On parle sur les jingles. Comment on me dit non? Bon, On lance les invitations chaque semaine. Allez, on lance le débat, messieurs, autour de la profusion de points. On va s'arrêter simplement sur les points. Il y a d'autres stats, bien sûr, en NBA, mais c'est ce qui nous attire le plus là, ces dernières semaines, puisqu'on a Luka Doncic qui vient de battre son record personnel contre Atlanta, 73 points. Joel Embiid, donc le franco-camerounais américain contre Victor Wembanyama, on en a parlé la semaine dernière ensemble, 70 points. Giannis Antetokounmpo, 64 points contre Indiana. Qu'est-ce qu'on a? Karl Anthony Towns dans une défaite, on s'en souvient. Et également pour Devin Booker, 62 points. Chacun, si on parle de points en NBA, c'est parce que c'est la stat qui intéresse le plus. Hein. Quand on regarde un petit peu les highlights, etc., on se pose la question de la performance sportive par les points. On sait qu'un certain Will Chamberlain, dans les années 70, avec le maillot des Lakers... 62. Ouais. Merci pour la précision, avec le maillot des... Warriors. Exactement. Et ben, il est détenteur du nombre de points marqués en NBA avec 100 points. Vous voyez la photo? Cette photo, illustre photo d'ailleurs repris par beaucoup de joueurs quand ils performent. Messieurs, revenons en 2024. Est-ce que cette prolifération de points est un souci pour la Ligue? Est-ce qu'on peut considérer que ça peut être inquiétant de voir les joueurs scorer aussi abondamment? On ne va pas dire facilement parce qu'on n'y est pas sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Inquiétant, non. Moi, je trouve ça quand même sympa. C'est totalement 2024. Enfin, c'est les réseaux, c'est les chiffres, c'est les jeunes. C'est bien. Non, c'est pas inquiétant. Non, je trouve pas. Puis c'est quelque chose de saison régulière, évidemment. Enfin, voilà. De plus en plus, par contre, est-ce que la saison régulière n'est pas galvaudée? Et forcément, des perfs tellement énormes. Alors, c'est un peu ce que disent les experts américains. C'est est-ce que finalement, l'enjeu de la saison régulière n'est pas, comme tu le dis, je reprends tes termes, galvaudé, en laissant un petit peu les joueurs faire ce qu'ils veulent sur le terrain et donc scorer abondamment. Rudy. Bah, moi, je dirais pas que je suis pas inquiet. Après... Moi, perso, ça m'inquiète un peu. Je suis un vieux de la vieille, donc j'ai vécu avec les années 90 le basket. Les Bad Boys de Détroit, notamment. Voilà, donc c'est quand même un jeu dans les années 90 qui était quand même assez basé sur la défense. Donc là, voir des matchs qui se terminent à plus de 130, 140 points chacun, c'est... bon, voilà, je me dis qu'il y a un petit souci. Quand même. Donc oui, on sait que le jeu évolue, que les techniques de jeu évoluent, d'entraînement, les moyens, les joueurs progressent, le matériel progresse. Donc tout progresse, tout est fait pour que la performance soit toujours plus et le spectacle soit toujours plus grand. Ouais, parce que pourquoi la défense progresserait pas aussi? Est-ce que c'est bon pour le sport et l'intérêt du sport? Je ne suis pas sûr. Moi, regarder des matchs qui se terminent à 140, 150, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a des joueurs parmi eux qui mettent 70, 75 points. Je me pose des questions sur l'intensité défensive, sur l'implication même des joueurs justement à ce niveau-là. Et après, toute mesure gardée, des qualités des joueurs qui performent. Hein. On va reprendre à partir de ce que tu dis, tu te poses des questions sur justement l'intensité défensive. Est-ce que ces interrogations que l'on a ici nivellent par le bas les performances offensives des joueurs, et notamment celle de Luka Doncic qui met 73 points? Est-ce que c'est nivelé par le bas le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'investissement pour tenter de l'arrêter ou tenter de diminuer ses performances? Alors déjà, pour remettre dans le contexte, Doncic, déjà c'est un des seuls à avoir fait ça à l'extérieur, donc chapeau à lui. Oui. Mais c'est face à la 29e défense de la Ligue, Atlanta. Et ils ont défendu sur lui avec Saddiq Bey, qui n'est pas vraiment connu pour ses qualités défensives. Et ils ont fini par mettre Dejounte Murray, mais ils ont vraiment commencé à défendre sur lui au milieu du 4e quart. Donc, quand on voit dans quel état est Atlanta... Oui, mais Embiid, il met 70 contre les Spurs aussi. C'est la 26e défense, Thomas, je te le rappelle. Oui, mais on va jamais... Voilà. Si on ne va pas dans le tableau historique, même pour Chamberlain, on ne regarde pas l'adversaire. Alors, Chamberlain, on n'a pas d'image. On ne sait pas s'il les a mis. Alors, déjà, c'est peut-être un mythe. J'ai été regarder un peu plus loin, quand même, que les simples points marqués. J'ai regardé un peu le pourcentage, justement, au shoot. La plupart sont à plus de 50%, majoritairement c'est à plus de 50%, et même plus de 60%. Ça veut dire que les gars, ils ont quand même une efficacité au tir assez impressionnante. Donc c'est même pas des matchs forcés. Donc rendu facile par la défense. Donc soit il y a différents angles. Question, hein. Il y a différents angles. Donc déjà, peut-être, on revient sur la défense qui est proposée justement à ces joueurs, en sachant que c'est des joueurs qui sont de plus en plus adroits,
quand même, voilà, on est en train de dire que Steph Curry, on parlait il n'y a pas très longtemps, que Curry quand même a révolutionné le sport, la ligne à 3 points et le shoot, et on voit qu'il y a encore de plus en plus de joueurs qui shootent justement à 3 points, donc 3 points c'est mieux que 2 points. L'arbitrage a quand même aussi évolué, et je trouve parfois un peu plus laxiste, enfin plus tatillon que sur certaines phases de jeu défensives qu'avant. Donc on frôle un peu la main, sur un lay-up, on l'emmène sur la ligne, alors que non. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui font qu'aujourd'hui, ils sont capables de scorer 60-70 points assez régulièrement et facilement, moi, je trouve. Le paramètre de l'arbitrage. Très important. On y va. Steve Kerr s'est exprimé là-dessus, il n'est pas le seul, mais on a retenu nous, sa déclaration, on va vous la mettre. Il remet en question un petit peu la capacité qu'ont les joueurs maintenant à défendre sur de forts attaquants. C'est-à-dire qu'on leur laisse passer énormément de choses, notamment les contacts. Il y a quelque chose aussi de très basique quand on parle de basket, c'est que pour se déplacer, il faut pouvoir dribbler. Et quand on a des athlètes de 2,10 m qui courent peut-être le 100 mètres en moins de 10 secondes et qu'ils n'ont pas besoin de dribbler pour avancer, qu'on les laisse faire, ça donne quand même un fort avantage à l'attaque. Et on les marcher. On les laisse faire 3-4 pas parfois. Donc déjà. Le marché, c'est pas comme dans le basket FIBA, ça faut le souligner aussi. Et de toute façon, la NBA a toujours privilégié ce côté spectaculaire. D'ailleurs, la défense de zone a été autorisée finalement très tardivement. Avant, c'était que de la défense individuelle, justement pour favoriser ces performances individuelles. Alors c'est vrai que la défense de zone était là normalement pour tenter de ralentir un petit peu les attaques et faire en sorte que ces attaques réfléchissent un peu plus avant de pouvoir scorer. Donc en fait on pondère, il y a quand même des règles qui sont censées cadrer un peu et donner un peu d'avantage à la défense, c'est mon avis. Mais derrière, quand les règles fondamentales du basket ne sont pas respectées, c'est-à-dire qu'on peut marcher avec la balle, ça rend la chose difficile, quoi. Ouais, mais bon. On nous a inventé le pas zéro. Ouais, mais on parle quand même de matchs à 70. Et du coup, c'est quand même des trucs exceptionnels. Embiid et Doncic, ils font pas ça. Non, mais ils font pas ça à chaque match non plus. Donc c'est quand même des soirs où les gars sont en feu. Mais... LeBron l'a pas fait, Jordan l'a pas. Bon, c'est des trucs exceptionnels quand même. C'est pas parce que justement des superstars n'ont pas atteint ce chiffre faramineux qu'ils n'ont pas quand même mis des pilules. Ah non, mais on ne dit pas que Jordan n'a pas mis de pilules. Jordan est peut-être mauvais exemple. Jordan a mis 69. Bon, il lui manquait un point, un lancé. On lui a peut-être pas sifflé une fois. Et puis il met 69 dans une ère de basket qui est autrement plus dure. Mauvais exemple, Jordan. Ouais. Revenons sur Steve Kerr. La déclaration de Steve Kerr, on l'a. On va vous l'afficher. La raison pour laquelle nous voyons de telles performances offensives, c'est la façon dont les coups de sifflet favorisent l'attaque bien plus qu'il y a 15 ans. Nous entrons dans une phase où nous allons devoir prendre en compte la direction de la NBA moderne et revoir certaines règles pour peut-être les ajuster dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez la NBA, parce qu'on parle de spectacle, quand on voit aussi les performances offensives, c'est aussi favoriser le spectacle. Est-ce que vous voyez la NBA revenir un peu sur sa position pour cadrer peut-être un peu plus le jeu? Moi, j'y crois pas une seconde. On parlait d'éventuellement d'instaurer les règles FIBA, comme la possibilité de nettoyer le cercle, ce qui est interdit en NBA, ou la défense de 3 secondes. Ça n'arrivera pas. Enfin, je veux dire, ça sera toujours le spectacle avant tout. C'est l'Amérique, Sylvain, je vous le rappelle. Voilà, c'est tellement hype. Et là, j'ai mon petit placement de produit. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Et c'est tellement hype, donc ces 70 points, ces cartons qu'on va pas arrêter. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on surveille que ça. À chaque fois, dès que tu as une des superstars qui le fait, ça buzz, ça fait un peu partie du jeu. Maintenant, le débat, ça va être... Et je crois que, je ne sais pas si tu vas trop vite. On va aller encore plus loin. Tout à fait. Restons juste un petit peu sur la performance nivellée par le haut, par le bas, les règlements, etc. avec Rudy. Ouais, moi, quand je vois le nombre de performances qui sont multipliées ces dernières années, ces 5 dernières années... Est-ce que ça ne nivelle pas justement le fait que plus il y en a, et moins c'est extraordinaire? Moins c'est exceptionnel. Enfin, moins c'est beau à voir. Enfin, voilà, c'est... On revient sur le record de Will Chamberlain. Allez. Sur 62, on l'a dit, 1962 pour les images. Pour les 100 points. 81, donc le Kobe, le regretté, on en a parlé en 2006 contre Toronto. Il y a 78 points encore, Chamberlain en 61, Luka Doncic, donc les 73 en 2024. Et David Thompson, 78, et Chamberlain, 1962. Est-ce que, messieurs, le record de Will Chamberlain peut-il être inquiété? Ça, c'est ma question. Et est-ce que Victor Wembanyama peut être celui qui a le plus d'outils en magasin pour s'approcher de ce record et voir le dépasser avant la fin de sa carrière? C'est que tu as entendu Jojo parler, non? Il a dit ça cette semaine. Eh bien, écoute, voilà. On va se poser aussi cette question-là. Rudy, est-ce que tu penses que ce record est en danger?
Si j'écoute mes collègues et que les règles du jeu, en tout cas, on ne doit pas s'adapter justement... Oui, non, pour l'instant, tu vas développer après. Je Tu vas faire un petit duel. je dirais oui. Ok. Thomas? Est-ce que le record est en danger? Ouais. Non. D'accord. Pas d'accord. Ok. Pas d'accord. Oh, c'est le duel, je crois. C'est le super duel. T'es prêt à commencer? On va D'accord, te laisser pas d'accord. 45 secondes Oui. pour nous expliquer en quoi ce record est encore protégé pour les siècles à venir. Ouais, pour les siècles, je sais pas. Non, mais enfin, moi, je me baserais juste sur un truc historique, c'est que quand même, déjà, on est à 70 points. Donc déjà, les 80 points de Bryant n'ont pas été faits depuis donc quasiment 20 ans quand même. Ouais. Donc déjà, atteignons ça. Déjà, vous imaginez le buzz que ça va prendre quand on va avoir la deuxième meilleure performance de l'histoire. Pour l'instant, on reste sur du bas du top 10, là, ce qui est déjà incroyable, évidemment. Passons déjà les 81, déjà. Et les 100, non. Ouais, j'entends les arguments, mais Rudy va les sortir de toute façon. Mais il manque 30 points quand même. Il manque 30 points. Mais déjà, allons à 10 points de plus, mais 30 points. Et ça reste, quoi qu'on en dise, même s'il y en a de plus en plus, des performances exceptionnelles. Donc, non, là, non. Oui. Allez, on enchaîne avec Rudy. Vas-y. Alors oui, moi je pense que c'est possible. En plus, on parle de Wemby. Pourquoi c'est possible? Parce que si je vous écoute, donc on n'a pas l'intention, il ne faut pas changer les règles du basket, pas s'adapter justement à cette profusion de points sur un seul match. Sauf que si on se souvient, dans les années 60, Monsieur Wilt Chamberlain a réalisé ces performances-là de 70, 78 points, 100 points, etc. Il a fait ça entre 60 et 63. C'est arrivé 7 fois. Là, on revient sur les 5 dernières années. Il y a 25% de ces performances qui sont faites là, juste la dernière année. Et sur les 70 points, c'est ça. Et sur les 60 points, on a 50% des joueurs, des chiffres qui sont faits là sur les 5 dernières années. Ça veut dire que si on continue comme ça, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement, surtout avec un Wemby qui en 20 minutes te met 33 points. Donc j'ai envie de dire, si demain, en plus avec 3 ou 4 prolongations, le gars il y a justement 3 ou 4 prolongations, il te met les 100 points. Pas de prolongation pour toi, Rudy. Il te met les 100 points. Je te sentais chaud là quand on a préparé l'émission, ça se voit. T'attendais ce allez. duel avec impatience. Les chiffres, etc. Il y a du boulot derrière. Hein. Ouais. Ah, j'ai Paul, travaillé. Et Paul, on peut les approfondir si vous voulez. On écoute Paul. Paul, écoutez, tu tranches vers quelle position? Ouais, plutôt vers mon voisin. Ah bah tiens, ça m'aurait étonné. Une fois n'est pas coutume. C'est pas pour rien qu'on est là un côté de l'autre. D'ailleurs, c'est ce que dit un certain très respectable champion NBA, Ron Artest, qui vient de déclarer qu'il voyait Wemby mettre 101 points. Ah bah lui aussi, alors d'accord. Voilà. Aussi. Donc, c'est vrai qu'un Wemby, bon, pas tout de suite, mais un Wemby qui aura bien progressé, qui va continuer à jouer de la sorte, c'est sur une double prolongation, qui sait, Oui, non, oui, pourquoi pas. Non, mais voilà, ça c'est important. On ça ne c'est plus s'interdit important rien. que le problème des fautes, je pense. Évidemment, si jamais il y a une double prolongue, Un Wemby à 50 minutes. Les records s'arrêtent pas au bout de 48 minutes. ce serait intéressant d'avoir le détail d'ailleurs dans les perfs. Est-ce qu'il y a eu prolongue? Dur, Quand il y a eu mais prolongue, pas quand il y a eu impossible. double Oui, prolongue. mais ce qui survit à tout ça, c'est le record à la fin. Oui, enfin, bien le sûr. chiffre, quoi. C'est ça. Donc que tu le fasses dans le temps Peu importe parti ou l'adversaire avec de aussi la... d'ailleurs. C'est pour ça que je disais ça Exactement, tout à l'heure. avec de la prolongation, ça reste... Les 78 points de Chamberlain ont été faits sur 3 prolongations. C'est un match avec 3 prolongations. Il a mis 78. Et pourtant, il a fait les 100 points sans prolongation. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible. 100 points, 100 Dans les années prolongation, 60, voilà. c'était possible. Contre des plombiers. Pendant 60 ans, plus rien. Enfin, c'est une perf qui a été 4 fois pendant 60 ans. Et là, sur les 5 dernières années, enfin sur la dernière année, 4 fois. Là où Non, c'est vrai. les arguments de Rudy Non, mais- s'entendent, Donc 4 fois c'est 60 sur ans, 4 fois 1 an. Mais 70 points, pas 100. cette palette de joueurs. Juste là, ça que je dis. Cette palette de joueurs en capacité de est bien plus large que dans les années 60 et 70 Oui, où Will de mettre Chamberlain 70 dominait. points. Exact. Non. Mais c'est pour ça que c'est en danger le jeu. Non, C'est mais pour ça que c'est en danger le jeu. Parce que si en fait, on est en train de comparer Oui, voilà, par contre. toute une période du basket, mais que finalement, ces performances-là ont été, si on regarde bien précisément, ça a été réalisé en majorité avant les années 65, 66, de l'époque Chamberlain, et sinon après 2018, notre époque. Oui, oui. Il y a 50 ans, 60 ans, où il y a très très peu de perfs. C'est des Kobe, c'est des Jordan, on parle de superstars. Aujourd'hui, on a sur plus de 40 points dans un match,
il y a 146 fois, ça a été réalisé avec plus de 50 joueurs qui sont concernés. Mais c'est énorme. Sur Wemby, pour le profil qui a peut-être le plus de hype et pour atteindre ce score Sans chauvinisme aucun. Non, on n'est pas comme Non. ça du tout. Non, on n'a pas voté pour lui. Vive Wemby. Bref, 100 points possibles. Est-ce qu'il a, de ce qu'on voit, toutes les armes ou les outils en magasin pour pouvoir le faire? Potentiellement. Potentiellement, Will Chamberlain était très dans la domination, dans la peinture. On voit que Wemby peut tirer à 3, à 2, etc. Est-ce que c'est pas le profil finalement parfait avec un corps surdimensionné pour s'approcher rapidement de ce record Profil idoine même, j'ai envie de dire. Oui, Tout à fait. Mais c'est mon type de Paul toujours. Ouais, non. Important. comme le disait assez justement. Mais je veux bien une Rudy, réponse par contre. Oui, laissez-moi terminer enfin. Mais répondez, Paul. donc, quand il peut mettre 30 points en 25 minutes, alors c'est vrai que mathématiquement, on se dit si tout le monde joue pour lui, oui, c'est possible à terme. Évidemment, pas tout de suite, mais j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire, Sylvain. D'accord. Bon, c'est ton dernier mot? On peut l'arrêter. Bon, on va continuer de toute façon à parler de Wemby. On va se faire un focus, le Wembilan, hype de la semaine. Juste un... Non, juste rien du tout. Je fais mon lancement. J'ai pas gagné le débat. Ouf. Il n'y a, pas de pas de vainqueur, il n'y a pas de été- perdant ici. Il est allé vers son Il nom, faut mais favor parce qu'il a été bon cette semaine. Les arguments ont été travaillés. Voilà. Ça a été bien. Une bonne note pour toi, Je Rudy, fais si tu veux. l'avocat du diable aussi. Il en Vous fallait avez un. bien raison, Thomas. Allez, les Spurs et surtout Wemby nous intéressent. On fait chaque semaine notre petit Wembilan en top et flop de ce qui vous a marqué un petit peu cette saison. En flop, on va être mesuré, bien sûr. Mais ce qui nous a un peu moins hypé, on va le dire comme ça. Déjà, le classement des Spurs. Sur les 10 derniers matchs, il y a 3 victoires, 7 défaites. 10 victoires pour 38 défaites au global. Donc ça donne toujours une position de bon dernier de la Ligue à l'Ouest, 15e. On se rappelle que les objectifs étaient d'atteindre peut-être les 30-33 victoires. On a dépassé la moitié de la saison, ça va être un peu compliqué à atteindre. Pour les stats individuelles donc de Wembanyama, et bravo à Lucien qui s'éclate toujours en régie, 20 points, 6 et 46% au tir, 10 rebonds et 3,2 contre. Donc voilà, on voulait cette stat-là qui fait de Wemby le meilleur contreur de la Ligue. Oui, Paul. Premier rookie depuis Morning et Shaq, c'est ça, en 92-93, a tourné à plus de 20 points, 10 rebonds et 3 comptes de moyenne par match. C'est quand même assez exceptionnel. Et juste sur les 10 derniers matchs, Encyclopédie de il a dépassé les 50% de réussite sur les 10 derniers la data via Paul et Rudy. Et je rajouterai une stat à ça. C'est le seul à avoir réalisé 20 points, 10 rebonds, 3 contres sur une saison en moyenne avec moins de 30 minutes par match. Oh, c'est fort. Oui. Très bien, mais ne comparons pas les époques, puisqu'on ne l'a pas fait tout à l'heure par rapport à... Je sais que c'est un peu... je plaisante. La semaine de Wemby, messieurs, top et flop, je vous écoute, Rudy, tu m'as l'air chaud. Commence par quoi, flop ou top? Allez, flop, on va dire moins hype. Et flop. Flop, moi, c'est toujours son problème de pourcentage au tir à 3 points. Je trouve qu'il prend encore bien trop de shoot à 3 points. Il est à 30% à peu près. Trop ou pas les bons? C'est différent. Bah trop, déjà trop, parce Ok. qu'il est en 6-7 minimum. Il est en moyenne à 5, là sur la semaine, il est en moyenne à 5 tirs par match Ok. à 3 points, Ok. avec un pic à 7 sur un match Ouais. et 2 sur 7. Enfin voilà, donc je trouve que déjà, ça lui fusille son pourcentage global. Et je pense qu'il devrait se concentrer sur des shoots qui sont bien plus sûrs, où il a ses habitudes et son efficacité habituelle. Je peux te répondre? Il n'y a qu'en shootant qu'on devient shooter, on est bien d'accord? Oui, mais il y a qu'en travaillant qu'on Non, mais- qu'on mais- devient efficace. Bien sûr, non, mais la meilleure situation de travail, c'est de le faire en match. Tu peux le faire à l'entraînement, shooter à l'entraînement, mettre tes tirs, mais si tu ne tires pas en match, difficile d'être adroit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc est-ce qu'il doit peut-être choisir mieux ses tirs? C'est pour ça que je voulais que tu ailles là-dessus, plutôt que le volume. Bah, je pense que les deux sont liés. Hein. Ok. Justement, s'il tire que 3 ou 4 fois dans le match, bah, c'est justement, il faut qu'il les prenne au moment où il sent qu'il est en position Ok. pour Pour scorer, quoi. pour lui, pour scorer. Ok. Et là, je pense que le fait 7-8 fois dans un match, je pense que c'est plus forcé. Il Ok. cherche peut-être parfois à ramener son équipe aussi au scoring, Ok. ce qui fait que parfois il force peut-être ces tirs-là, et il ne devrait pas, justement. Très bien. On reste sur les flops ou les situations les moins hype, hein, on pondère toujours un petit peu, Thomas?
Les flops, là je vois si je vois les lignes de stats un peu cette nuit contre Orlando, c'était cette nuit du coup. Premier, après 4 matchs de suite à 10 rebonds, il en prend que 8. Bon, ouais, un poil moins. Qu'est-ce qu'il chie Non, Je mais t'en donne, moi, des flops. les minutes, je vois, il augmente un peu, son bilan est pas finalement beaucoup plus énorme, alors qu'enfin on se dit ça y est, sa limitation elle est enfin levée, mais bon. Bon, ouais, c'est dur, hein, trouver des flops. Ouais, Bah, si, en si. gros, Pardon, là, en plus, t'en as déjà donné un, alors non, Ok. non, c'est... Sur un autre, il y en a Si, cinq. la défaite contre Washington. Non, et 5 ballons perdus par match en moyenne aussi. C'est un peu beaucoup. Il doit épurer un peu plus son jeu, peut-être moins forcé parfois. s'il n'est pas dépendant, on en a parlé un peu ici, des Spurs qui sont aussi un peu en friche. évidemment. Bah oui. Cette équipe qui se cherche, des jeunes joueurs qui doivent aussi trouver Wemby dans les bonnes situations. On sent que ça ne progresse pas non plus collectivement. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu au milieu de tout ça en train de chercher, quoi, finalement? Bah évidemment. Bah, Paul, c'est- allez. Oui, forcément. Alors moi, dans les flops, entre guillemets, hein, parce Oui. qu'on va évidemment mettre des guillemets, c'est vrai qu'il a pas mal souffert face au secteur intérieur du Magic hier, notamment face à Jonathan Isaac, qui lui a infligé un sacré contre, on l'a vu. Sinon, plus anecdotique, le fait qu'il n'ait pas attrapé, comme Manu Ginobili, la fameuse chauve-souris qui était dans la salle de San Antonio. Il l'a montré, il a eu un air dégoûté, mais il aurait pu l'attraper, même s'il n'y a que il sera- El Manu. Il ne sera pas au rang de Voilà de son star flop de la légende. semaine. Exactement. Voilà à quoi on en est réduit. Ah, excusez-moi. Mais c'est bien, non, mais c'est rassurant. Bah, on enchaîne sur les flops, sur les tops, pour le coup. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la semaine de Wemby? On a tellement de choses, mais tellement de choses. Vas-y. on a aimé. Ça, je À sais ce commencer que tu vas par dire, son duel face à Rudy Gobert. Formidable, et Tout à notamment fait. son geste, Son dribble. voilà, le Sham God, popularisé par Dejan Bodiroga Sham ici, et enfin, c'est assez Un geste incroyable. qui travaille depuis qu'il est jeune. hein. Voilà, qui travaillait à Nanterre notamment. Ouais. Et enfin, ce duel face à Rudy, j'ai beaucoup aimé. On se souvient qu'ils travaillaient ensemble il y a quelques années. Enfin, donc, Je me souviens des images du côté de Nanterre où il y avait un contre 1 quand Wemby Voilà. était encore très jeune. il y a ça, et puis il y a aussi, je trouve qu'il a montré, il était très émotif après la défaite face aux Wizards de son ami Bilal, mais on sent vraiment ce côté rage de vaincre qu'on avait déjà vu la semaine dernière dans son duel avec Chet Holmgren. C'est qu'il a vraiment, pour lui, la victoire, ça représente tout, quoi, quelque part. Et ça, c'est cet œil du tigre, finalement, il l'a toujours, et ça fait plaisir à voir. Ouais, bah, parfaitement. Wemby qui a peut-être jamais autant perdu de sa carrière. hein. Ah ben ça, c'est Ça, sûr. c'est même certain. Quand il était gardien de but au foot. Peut-être, Voilà. effectivement. Allez, les tops avec toi, Rudy. En top, moi, c'est de voir qu'il arrive à finir quand même une semaine avec un bilan à l'équilibre. Ok. Ouais. Donc, ce serait plus collectif qu'individuel. Individuel. Voilà, ils font 2-2 sur cette semaine, donc c'est plutôt pas mal, avec justement la victoire contre le leader, donc les Wolves, et ce face-à-face avec Rudy Gobert. Voilà, ça serait le top de la semaine, et son pourcentage aussi. Il maintient son pourcentage, 22 points, 10 rebonds, 3 contres sur la semaine. Il reste lui-même. Voilà. Bon, régulier, finalement. Pour moi, le top de Wemby, régulier. très rapidement, c'est qu'il soit sur le terrain. On avait tous un doute sur son physique. On n'a plus de doute et plus personne ne parle de ses capacités à reproduire et reproduire. Il le fait sans sourciller avec cette pression du leader qu'il est en train de devenir. Quatrième, Wemby, quand on parle du top des ventes de maillots NBA, juste derrière Steph Curry, Jason Tatum et LeBron James, quand même. Est-ce que c'est pas ça un peu le top de Ouais, Thomas concernant Oui, ça pourrait. Il n'en a pas. Non, si, parce que mais sinon je voulais aller sur le collectif aussi, parce qu'ils ont Vas-y. gagné 2 matchs de suite quand même. Ça va pas Ouais. oublier, ça c'est pareil, c'est un événement quand Il même. l'avait déjà fait. Non, ils l'ont déjà fait. Non, mais c'est vrai que c'est bien de le remettre aussi un peu dans le collectif, parce que évidemment, de toute façon, il y aura. C'est ça sa progression. Parce que si jamais ça tourne pas un peu mieux autour de lui, bon bah on va toujours un peu dire les mêmes choses. Malheureusement pour lui, ça va être dur pour lui de passer un petit plafond de verre cette saison. Donc il faut que les Spurs évoluent. Ouais, ça progresse. Mais ça progresse, doucement. Wow. Il est mature, et puis c'est ce que tu dis en fait, sa régularité dans tout. Là, j'ai vu une interview qu'il a donnée à TNT, je crois. Il parlait de la différence entre le jeu européen et le jeu NBA. Super intéressant, super carré, le gars. Enfin, tu vois bien qu'il Bon, il sait. reste dans son process, il n'a pas Ouais, l'air de ouais, paniquer. Et puis, effectivement, Il va peut-être remporter son Impressionnant. premier titre de rookie du mois, d'ailleurs. oui, ça tarde un peu. C'est vrai qu'il n'a pas encore été élu. Alors, je l'ai annoncé la semaine dernière déjà, en un mot. Ah. Mais non, la décision va arriver la semaine prochaine, normalement, je crois mardi prochain, puisque c'est Ouais. tous les mardis que les décisions tombent, et voilà, donc il faut attendre. Mais oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y sera.
En plus, Chet Holmgren, on peut le dire, il n'a pas fait un super mois de janvier. Hein. Il a fait les deux. À part hier soir, pas mal. il a fait une bonne perf à 18 points, je Il y crois. a discussion entre les deux et je pense qu'il y aura discussion avec ces deux joueurs jusqu'à la fin de saison, de savoir qui est le meilleur rookie de l'année et donc du mois. Ils ont eu un duel qui a plutôt tourné à l'avantage de Wemby, on en parlait la semaine dernière. Tout à fait. Ça va jouer. Et je voudrais juste. Ah non Parler rapidement de Bilal quand même. 10, ah non. Bilal, On le juste fera pour plus. dire qu'il a fait 19 points, première titularisation hier. Très bien, on fera, prenons le temps, parce que là on l'a moins, de poser Bilal et de le pouvoir exactement en parler vraiment avec un peu de temps. Une interview aussi de Nicolas Batum qui a été donnée par L'excellent Melvin Carson. exactement notre journaliste que on a la chance d'avoir dans Hype. Donc allez la voir, hein, c'est disponible je crois sur Basket USA. On va se remercier messieurs, on a fait une belle émission. Bien sûr, Voilà. on ne remercie jamais assez. On va également remercier la régie autour de Lucien qui prépare cette émission de main de maître depuis de longs mois maintenant. Il faut dormir Lucien, il faut se reposer un petit peu quand même. Oui. On va remercier aussi la régie et puis on va remercier Sport en France de nous fournir des locaux et un plateau magnifique. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de Hype. Ciao. Salut, Ciao. Ciao.